À Port-Saint-Père, vous avez découvert que les dauphins étaient capables de percevoir le magnétisme. Oui, ils étaient sensibles au champ magnétique, c'est-à-dire qu'on leur a simplement présenté un protocole tout bête, des bidons contenant une pièce en fer non magnétique et un aimant assez puissant. Et on s'est rendu compte qu'ils ne mettaient pas le même temps ou la même façon de traiter les deux objets. Et ça, on ne l'avait jamais découvert avant dans le cadre d'expérience. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Il y avait des expériences qui avaient été tentées, mais sur des champs magnétiques beaucoup plus faibles et qui n'avaient rien montré. Et notamment sur toute la problématique des échouages. Il y a des indices en mer qui peuvent être utilisés par les animaux au niveau du champ magnétique terrestre. Et quand il y a une perturbation de ces champs magnétiques, il y avait des échouages. Donc, il y avait quelque chose. Donc, s'ils sont sensibles au magnétisme, ils savent trouver le nord, quoi, en gros. C'est ça l'idée. Mais notre résultat est très préliminaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment montré qu'ils étaient capables de le détecter. Maintenant, ça ouvre à aller plus loin, quoi. Donc, comme les oiseaux, en gros, comme les chauves-souris, vous avez fait cette découverte parce que vous êtes un parc zoologique, les dauphins sont captifs. C'est des chercheurs qui ont fait cette découverte? On travaille dans le cadre d'une collaboration. On travaille avec l'université de Rennes, le département d'éthologie, c'est Ethos. Et donc l'équipe là-bas et nous-mêmes, on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'eux vont avoir des idées, des questions, et on va nous permettre à ces chercheurs de poser la question aux animaux, tout simplement. On rend ça possible. Pourquoi ne pas le faire directement en mer? C'est pas possible? C'est typiquement cette étude-là quelque chose qui est impossible à faire en mer. C'est comme le sonar. Les dauphins ont un sonar. Dans les années 40, tout le monde se posait la question. Et il a fallu avoir la possibilité d'avoir des animaux au quotidien pour pouvoir les tester, tout simplement. Alors qu'en mer, vous ne pouvez pas les tester, à moins de les capturer temporairement. Et là, ça pose d'autres problèmes. Et concernant le magnétisme des objets que peuvent percevoir les dauphins, ça, c'était une première mondiale, cette découverte? Oui. Alors, on est très fiers d'avoir trouvé ça. Et c'est vraiment... ça fait partie de ces résultats très préliminaires qui, du coup, secouent un peu la communauté scientifique. Et derrière, il y a des gens qui vont chercher, quoi. Et c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit, notamment dans le monde anglo-saxon, dans les médias, notamment aux États-Unis. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France. Vous comprenez ça? Non, pas trop, mais en même temps, peut-être qu'on n'en parle pas assez. On est un peu entre nous en recherche, donc on publie tous les résultats qui sont valables, sont évalués par d'autres scientifiques. C'est le processus de publication, mais c'est publié dans des revues à comité de lecture, et c'est souvent des revues anglo-saxonnes. Et donc, elles sont plus d'écho là-bas qu'en France. Alors, il y a eu une autre découverte en 2014 chez vous. Ça concerne le comportement des dauphins avant leur sommeil, et notamment sur le chant, c'est ça? Oui, les dauphins communiquent entre eux par sifflement. Et c'est des sifflements très caractéristiques, connus depuis très très longtemps, enregistrés dans le monde entier. Et chez nous, on s'est rendu compte, en enregistrant les dauphins la nuit, qu'ils produisaient des sons qui n'étaient pas du tout de l'ordre de leur répertoire habituel. Ouais. Et quand on l'a fait écouter à des gens un petit peu naïfs, qui ne connaissent pas, on dit « Ah, ça ressemble à des chants de baleines. » Et ce sont tous des dauphins qui sont nés dans des delphinariums comme le nôtre, donc qui n'ont jamais été en contact avec les baleines, sauf au début de nos présentations aux visiteurs, on diffuse une bande-son marine, et il y a des sons de baleines. Et ils se sont en fait amusés à copier ça, mais la nuit. Et ça, c'est très très rare, et c'est une des premières mises en évidence d'une imitation aussi décalée dans le temps. Comment on explique cette imitation a posteriori on sait que les dauphins sont capables d'imiter non seulement les sons, mais aussi les gestes. Ça, c'est une combinaison qui existe que chez eux et chez nous, les hommes. Les primates peuvent imiter les gestes, d'autres animaux, les oiseaux, imiter les sons. Eux, ils combinent les deux. Donc, on savait qu'ils imitaient. Par contre, là, on est tombé vraiment par hasard. C'est aussi le coup de bol du chercheur qui cherche un peu plein de choses et qui tombe là-dessus. Ils sont capables d'imiter des choses, des sons. Et là, vraiment, la particularité de cette étude, c'était de montrer que ça se passait dans les périodes de repos. Donc, c'est peut-être aussi les événements marquants de la journée, comme les présentations au public, qui sont pendant le sommeil retravaillés, et ils les revivent. Et donc, ils revivent les événements marquants vocaux. C'est comme quelqu'un qui parlerait en dormant, en fait. Ça peut être un peu ça. Après, il faut aller beaucoup plus loin, encore une fois. Mais ce sont des animaux qui sont très vocaux, qui vivent dans un monde sonore plus que visuel. Donc, ça fait sens chez eux. Vous le disiez, vous collaborez avec des chercheurs de l'université de Rennes, des éthologues. L'éthologie, c'est l'étude des comportements, enfin animaux et humains, pourquoi pas. Bien sûr. Ces éthologues, ils viennent vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes les seuls à avoir ce type d'animaux captifs, ou parce que vous avez un programme? Il y a 3 delphinariums en France, donc ça fait peu de possibilités pour étudier ces animaux-là. Aucune structure comme une université ne pourrait être capable de les avoir sur place, parce que il faut des compétences énormes et puis des moyens énormes. Et du coup, c'est une belle opportunité pour eux de pouvoir accéder facilement à ces animaux, et surtout sur le long terme. Et ils peuvent proposer des tests et répéter les mesures, ce qui en science est indispensable. Donc c'est très intéressant. Ensuite, c'est valable pas seulement pour les dauphins, mais c'est valable pour tous les animaux. Et de plus en plus, les scientifiques viennent nous voir pour nous poser des questions.
Excusez-moi, mais un zoo, enfin, moi dans mon esprit, c'est une entreprise de spectacle avant tout. Comment on arrive à faire parler ensemble des gens qui font du spectacle et des gens qui font de la recherche scientifique? Alors, Ouais, je sais que c'est pas votre profil, mais... Non, puis c'est un peu caricatural bien sûr. C'est-à-dire qu'avant tout, un parc zoologique, et depuis l'origine des parcs zoologiques, c'est pour ouvrir une fenêtre sur le monde animal. C'est-à-dire que les gens viennent voir. Alors c'était les ménageries d'antan où on venait voir des animaux exotiques. Maintenant, les gens ont les documentaires, tout ça, donc on présente beaucoup plus les animaux dans un milieu reconstitué. Et on parle de ces animaux à nos visiteurs, on leur donne beaucoup d'informations. Et ces informations, ben, on va aussi les chercher chez nous, on observe des choses. Et je pense qu'historiquement, ça s'est fait comme ça. Maintenant, on s'est regroupés en associations pour travailler tous ensemble. Et dans les associations, on a clairement mis un cahier des charges, c'est éducation, conservation et recherche. On voit d'ailleurs à l'image les animaux que vous accueillez à Planète Sauvage, c'est la particularité, on va le rappeler simplement, c'est que les animaux sont en liberté, on se promène en voiture au milieu des animaux. C'est ça, c'est des grandes plaines avec des mélanges d'espèces en plus qui permettent aux scientifiques d'étudier des choses qu'on peut étudier rarement ailleurs, les dynamiques justement de cohabitation entre espèces et l'utilisation de l'espace. Donc je disais, il y a des exigences particulières pour la recherche scientifique. Comment vous vous adaptez à ces exigences? Un scientifique qui veut un protocole avec des paramètres qu'il maîtrise du début à la fin? Exactement. Et ben, c'est exactement mon boulot en fait à Planète Sauvage, c'est faire le lien entre les animaliers, le parc, et les scientifiques qui vont avoir des questions très précises. Et parfois, il faut y répondre avec des protocoles qui peuvent être très lourds et qui ne s'adaptent pas au parc. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les animaux. Et donc mon boulot, ça va être de redessiner le protocole, l'adapter, de faire parler ces deux mondes, et puis qu'on arrive justement à pouvoir répondre aux questions des scientifiques tout en respectant notre façon de travailler. Est-ce que tous ces animaux qu'on a vus à l'image il y a quelques instants, est-ce que tous ces animaux font partie de la recherche scientifique, de votre recherche? C'est au fur et à mesure des questions qui se posent. On va avoir des publications sur les loutres, par exemple. On a étudié des choses très intéressantes sur les vocalisations des loutres, sur les primates aussi, sur les liens sociaux entre les primates. Et puis, par coup de bol un petit peu, ma spécialité, c'est les mammifères marins. Et donc forcément, pour ceux qui s'intéressent aux mammifères marins, il y a un interlocuteur sur place qui facilite grandement les choses. Parce que vous avez commencé par faire de la recherche, un petit peu de recherche en éthologie. Oui. J'ai fait des sciences cognitives et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu des parcs, en me posant certaines questions auxquelles on ne pouvait pas répondre en milieu naturel. Et je suis allé chercher les réponses dans un parc et depuis, j'y suis resté. C'est nouveau, ça a des profils scientifiques dans les parcs. Est-ce que, par exemple, dans la région, là, on a ce même profil que le vôtre dans d'autres parcs zoologiques? On a, oui, suivant les orientations des parcs, on ne fait pas tous de la recherche ou tous de la conservation, mais tous ensemble, au niveau français et européen, on fait ce travail-là. Donc, de plus en plus, vous avez des biologistes, mais il y a aussi des relais et des discussions avec les vétérinaires. Ouais. Et ce qui est très important, il faut le souligner, c'est le travail exceptionnel des animaliers. C'est-à-dire que les animaliers voient les animaux au quotidien et vont nous donner quelques petites anecdotes qui vont mettre la puce à l'oreille aux scientifiques aussi. Il n'est pas souvent valorisé d'ailleurs ce travail des animaliers qui sont en contact direct avec les animaux et qui les connaissent peut-être mieux que les scientifiques finalement. Ils les connaissent au quotidien, donc ils voient des choses que les scientifiques ne voient pas parce qu'ils passent. Par contre, les scientifiques sont capables de vérifier si l'hypothèse de l'animalier tient la route ou pas. Donc c'est un travail main dans la main. Les animaliers, et vous aussi en tant que chercheur, si vous faites ce métier, c'est aussi parce que vous aimez les animaux. Vous savez qu'il y a un mouvement, notamment de la part d'ONG, qui milite pour la libération de tous ces animaux, parce que mine de rien, ces animaux sont captifs. Est-ce que vous ne vous dites pas à certains moments, effectivement, ce dauphin, il sera peut-être mieux dans son milieu naturel? La question pour les animaux de zoo se pose quasiment plus, puisque on reproduit les animaux dans le cadre d'échanges scientifiques entre parcs et qui sont gérés par des généticiens. Donc c'est très très sérieux. Et donc ce sont tous les dauphins qui sont chez nous sont nés dans des delphinariums. Donc il n'y aurait pas d'intérêt à les remettre en mer et d'une, parce que ce serait plutôt un traumatisme pour eux. Maintenant, notre rôle et notre devoir, c'est de s'occuper d'eux vraiment de façon optimale. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Il faudrait beaucoup de moyens. Il faudrait beaucoup de moyens aussi pour peut-être agrandir les bassins, peut-être leur donner des conditions. Et ce qui va vraiment compter, c'est qu'est-ce qui leur arrive dans la journée. C'est-à-dire qu'en milieu naturel, ils relèvent des tas de défis qui sont agréables ou désagréables. Les prédateurs, trouver la nourriture, vivre en groupe. Nous, on va avoir par définition pas de tempête, pas de prédateurs, mais par contre, au quotidien, on va leur fournir des choses à faire physiquement, mais aussi réfléchir. On les fait réfléchir. Et le programme scientifique rentre là-dedans. Et c'est peut-être compliqué aussi pour les chercheurs d'avoir ce... Alors c'est un cadre où ils maîtrisent tout, ils savent quels sont les paramètres de vie des dauphins, donc mais c'est compliqué de généraliser aussi, de dire les dauphins dans leur milieu naturel se comporteront aussi comme ça. Par exemple, le fait que
que les dauphins chantent, c'est peut-être compliqué d'imaginer que ça se passe aussi dans la nature. Bien sûr. Après, c'est une ouverture. On connaît malheureusement pas assez de choses sur la communication naturelle de ces animaux-là. Et les premières théories, elles viennent de delphinarium. Et ensuite, on va en milieu naturel et on voit si ça fit avec la théorie. Mais le milieu naturel, c'est vraiment un mouvement d'aller-retour entre les deux milieux.